Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir dans votre émission Média Pro qui parle toujours de cinéma et d'audiovisuel. Ce soir, nous allons consacrer notre numéro aux Oscars et bien sûr à la participation algérienne. Cette semaine est tombée justement l'information concernant la shortlist et l'Algérie qui était représentée par le dernier film de Rachid Bouchareb, Nos Frangins, n'a pas été sélectionné. Avant de commencer le débat, on va regarder ce sujet qui a été préparé par Safwan Ben Sabri pour parler justement de l'histoire des Oscars et de l'Algérie. Et après, on revient au débat. Depuis 1970, date de sa première participation, l'Algérie a placé plus de 20 films dans la course aux Oscars du meilleur film étranger à Hollywood. L'Algérie est d'ailleurs le recordman de la participation en Afrique et dans le monde arabe avec 5 nominations, Le Bal d'Etor Scola en 1983, puis avec 3 films de Rachid Bouchareb, Poussière de vie en 1995, Indigène en 2006 et Hors-la-loi en 2010. L'Algérie demeure le seul pays arabe à avoir décroché un Oscar en 1970 avec Z de Costa Gavras. Cette année, l'Algérie qui avait présenté le dernier film de Bouchareb, Nos Frangins, n'a pas pu passer le cap de la shortlist. La dernière nomination de l'Algérie à ce stade de la compétition aux Oscars a été le film Hors-la-loi, qui revenait sur le combat des Algériens durant la guerre de libération en France. Le réalisateur Rachid Bouchareb l'explique lors de la projection de son film au Festival du film engagé. Parce que j'ai fait Indigène, je ne sais pas si tu as vu le film. Ça, c'est les grands-pères de ces enfants. J'ai fait Hors-la-loi. Et ça, c'est le troisième film qui parle de ces enfants de l'immigration d'origine algérienne nés en France. Je termine avec l'histoire de ces 2 jeunes garçons tués par la police la même nuit du 5 décembre 1986. Il y a exactement 52 ans, l'Algérie décrochait un Oscar pour sa coproduction de Z, réalisée par le réalisateur franco-grec Costa Gavras. C'est la première fois qu'un pays africain et arabe décrochait un Oscar à Hollywood. La 42e cérémonie de remise des prix des Oscars du cinéma, récompensant les films sortis en 1969, a eu lieu le 7 avril 1970 au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles à Hollywood. Et l'Oscar a été remis par la comédienne tunisio-italienne Claudia Cardinal, en présence du grand comédien Clint Eastwood, du DG de l'ONCIC à l'époque Ahmed Rachdi et son coproducteur français Jacques Perrin. Cette image restera le symbole de l'âge d'or du cinéma algérien dans les années 1970. La décennie noire et la fermeture des entreprises de cinéma algériennes à la fin des années 90 a vraisemblablement freiné le développement du cinéma algérien à l'international. Malgré les nombreuses participations dans les festivals du monde, le cinéma algérien restera loin des résultats obtenus lors des années 70, avec notamment un Lion d'or pour le film La bataille d'Alger, et surtout avec une Palme d'or en 1975 pour le film Chronique des années de Bréez. Voilà, c'était un sujet sur l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, du cinéma algérien et des Oscars. Bien sûr, c'est une participation très effective de l'Algérie puisqu'elle est le recordman des participations pour un seul pays africain et arabe avec 5 nominations et un Oscar. Bien, bonsoir messieurs. Faisal Metaoui, critique de cinéma et spécialiste du cinéma justement, pour parler de ce registre qui n'a pas été abordé dans les émissions beaucoup parce qu'on parle rarement du cinéma algérien aux Oscars à Hollywood. Et bien sûr, Reda Harirash avec nous pour commenter un petit peu l'aspect politique de cette participation. Alors, Faisal Metaoui, est-ce que vous vous attendez justement à ce que le film de Rachid Bouchareb, qui a 3 nominations, qui a eu 3 nominations, oui, pour Poussière de vie, Poussière de vie 96 et Indigène en 2007 et Hors-la-loi en 2010, et qui se retrouve cette fois écarté de la course. À mi-chemin, disons. Oui, à mi-chemin. Bon, Rachid Bouchareb, c'est un connaisseur des Oscars parce que c'est le réalisateur algérien. Enfin, il a toujours présenté ses films au nom d'Algérie, qui a été le plus cité et nommé notamment aux Oscars. Le premier a été le Ettore Scola, le réalisateur italien. Avec Le Bal. Hein. Avec Le Bal, c'était en 1984. Le film Nos Frangins raconte l'histoire qui s'est passée, pour rappeler ça à nos amis téléspectateurs, en France en 1986 avec la mort du jeune franco-algérien Malik Ouskine et la mort d'un autre jeune franco-algérien, Abdelwahab ou Abdel Ben Yahya. Le film dévoile d'ailleurs cette affaire qui est un peu connue.
Bon, sur le plan technique, sur le plan artistique, le film est bien mené. Rachid Bouchareb, il connaît son métier, il connaît parfaitement son métier, sa manière de raconter des histoires. Mais dans la course effrénée, la course difficile actuellement pour l'Oscar du meilleur film international, parce que ça a changé. Ça a changé, mais ça reste quand même pour le film Oscar du film étranger. Ou l'Oscar du film en langue étrangère, outre que l'anglais. Avant, c'était langue étrangère, non parlé en anglais. Non parlé en anglais, ça veut dire que. Parce que pendant longtemps, l'anglais a été dominant, et c'est de la langue d'ailleurs parlée aux États-Unis. Il y avait peu de chance, parce qu'il y a de très grands films, des films de grande qualité. Et ces dernières années, on a constaté que les Oscars de films étrangers partent maintenant à travers le monde. Parce qu'à un moment donné, dans les années 50, 60, 70, c'était surtout le cinéma européen, le cinéma français, Federico Fellini. La première participation algérienne, c'était en 70 avec Z. 70, hein. C'était vraiment c'était un bon début, parce que et cela a été noté dans le... Et 76, Chronique des années de Brest de Khadr Hamina, qui n'est pas passé justement, qui n'est pas parti à la shortlist. Alors qu'il a eu la Palme d'Or. Ça veut dire qu'avoir un Palme d'Or au Festival de Cannes ou l'Ours d'Or à Berlin... Juste pour une précision, c'est que le film de Gillo Pontecorvo, La bataille d'Alger, a été nominé 3 fois aux Oscars, mais pas au nom de l'Algérie, mais au nom de l'Italie. De l'Italie, oui. Donc ça n'a pas été comptabilisé, sinon il y aurait plus de nominations pour l'Algérie. Oui, absolument. Donc ces dernières années, effectivement, il y avait un bon début avec le film de Gavras, peut-être parce qu'il y a des contextes politiques, parce qu'il faut noter que pour les Oscars du film meilleur film étranger, le contexte politique est pris en compte. Tout à fait. Oui. Comme par exemple, c'était le cas pour Ashghar Farhadi, qui est le réalisateur iranien en 2017 pour le film Le Client. Je pense que c'était le premier Oscar pour l'Iran. Donc les Oscars prennent en compte ces aspects, outre les aspects lobbying, argent, aspect technique, aspect artistique, aspect promotion, parce que ce n'est pas facile d'aller vers l'Oscar quand on n'a pas été suivi par une campagne de promotion. Je ne sais pas si Rachid Bouchareb a eu suffisamment de temps pour faire une campagne, parce que vous savez que pour être écoutez, retenu, il faut aussi des soirées dans les hôtels, il faut des réceptions, il faut des articles dans le New York Times, dans le Los Angeles Times, il faut des émissions de CBS, NBC, il faut des émissions à la radio, il faut des méthodes d'approche, de communication pour essayer d'intéresser ceux qui décident au dernier ressort, parce que c'est une décision de l'Académie de Los Angeles. Moi, je pense que Rachid Bouchareb n'avait pas l'intention de partir loin dans cette course, puisqu'il n'y a pas eu de campagne, vous l'avez cité, parce que les campagnes aux Oscars, généralement, elles démarrent une année à l'avance. Hein. Une année à l'avance, Une année à l'avance, c'est tout un investissement, beaucoup d'argent qui sont déployés pour attirer les votants, notamment les 1000 votants américains et étrangers qui sont dans l'Académie des Oscars. Hein. Donc, ça, c'est très important. Moi, je pense que l'objectif de Rachid Bouchareb, c'est d'être toujours en lice pour les Oscars, parce que ça reste pour lui une opportunité pour s'affirmer sur le plan international toujours. Oui. Reste que le film, moi c'est mon avis de critique de cinéma, le film reste loin des prouesses techniques de Rachid Bouchareb. À mon sens, Hors la loi et Indigène ont été beaucoup plus. D'ailleurs, les 3 films qui ont été nominés aux Oscars sont des films qui sont en relation avec la guerre, le contexte historique. Oui. Poussière de vie, ça parle des enfants vietnamiens qui sont nés d'un mariage entre les Viet Cong et les soldats américain. Donc c'est un contexte historique dans la guerre du Vietnam, et le film Indigène, c'était la Seconde Guerre mondiale, et enfin Hors la loi, c'était la guerre de libération. Oui, et ces dernières années, l'Académie des Oscars privilégie plutôt des histoires j'allais dire intimistes, des histoires familiales. On a vu ça avec... les Oscars pour le film, c'est entre le drame et l'histoire. Oui, et l'histoire et aussi... Beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale ont remporté l'Oscar. Oui, oui, parce que c'est une ligne le pianiste, dure, à Hollywood, hein, la question de la Deuxième Guerre, la Grande Guerre en Europe, mais il y a aussi ces derniers temps, on constate que c'est de l'intérêt aux sujets sociaux, comme le film Parasite, le film sud-coréen. Oui, sud-coréen. Qui a eu l'Oscar en 2020. Oui, mais il n'a pas été, mais il n'était pas dans la compétition du film étranger ou des films en langue étrangère. Il était en compétition
totale dans toutes les sections des Oscars. Ça, ça a été justement l'un des points d'interrogation pour beaucoup de critiques parce qu'il y a une coproduction, mais on remarque qu'il y a certaines dominations ces dernières années il y a une rude concurrence entre l'Amérique du Sud. Vous avez vu avec Roma, tout à fait, Roma, de Alfonso Cuarón, qui raconte aussi une histoire sociale, une domestique. C'était en 2018, il me semble. Il y a aussi les Japonais, parce que c'est le dernier Oscar, en 2022, c'était Jamaica de Hamaguchi. Une histoire sociale aussi. En plus du film danois, Drunk, qui donc de Battenberg, qui raconte l'histoire des souleries, etc. Donc on a l'impression qu'on s'éloigne un peu des films d'histoire, des films politiques, comme Z de Costa Gavras, c'est un film politique par excellence. C'est un film politique par excellence. Qui raconte un peu ce qui s'est passé en Grèce, parce que Costa Gavras est aussi grec. Et on s'approche maintenant des sujets peut-être qui intéressent plus les sociétés, notamment les rapports familiaux, les questions de la pauvreté, le chômage, la consommation de drogue, etc. Comme par exemple le cas du film Le client d'Ashghar Farhadi ou Une femme fantastique, le film du Chilien Sébastien Lillo. Donc il y a une concurrence Asie-Amérique du Sud. L'Afrique, bien sûr, reste très loin de cette concurrence. Tout à fait. L'Afrique, elle a obtenu 2 Oscars. Le film algérien Z, mais aussi le film Tutsi de l'Afrique du Sud. Oui, mais presque en plus 70 ans. En 70 ans. Très peu, voilà, exactement. Reda Harirach, le contexte géopolitique, justement, les Oscars, c'est aussi une occasion pour le cinéma du Sud de s'affirmer dans la région de Hollywood, en fait. Indéniablement, mais bon, les pays du Nord continuent encore à avoir la main sur les Oscars, aussi bien en ce qui concerne les Oscars qu'en ce qui concerne, par exemple, les prix Nobel. Lorsqu'il s'agit du prix Nobel de la paix, ça va toujours dans le sens des thèmes qui sont développés par les pays occidentaux. Et je pense que de ce point de vue-là, l'Algérie devrait davantage s'orienter vers la coopération, trouver de nouveaux horizons à travers une coopération sud-sud, notamment avec certains pays comme l'Inde. L'Inde qui est une puissance cinématographique, même si effectivement elle n'a pas encore atteint le prestige. Alors, puisque vous parlez de l'Inde, pardon, Reda Harirach, l'Inde et surtout l'Égypte, qui a une industrie cinématographique, ne sont pas présents beaucoup aux Oscars. Le Nigeria aussi. Oui. Le Nigeria, c'est pas vraiment du cinéma, c'est de la vidéo, c'est de la vidéo. Mais l'Inde et l'Égypte, qui sont des industries cinématographiques, ne sont pas présents parce que c'est ce qu'on appelle l'industrie cinématographique de masse et n'est pas populaire, et c'est pas des films aux Oscars. Il y a pas mal de films indiens qui auraient pu postuler pour les Oscars, ça n'a pas été le cas. Mais on a créé l'Oscar du meilleur film populaire. Hein. Oui, tout à fait. C'était pour répondre un peu au lobbying de Marvel. C'est du Marvel qui prend des films cinéma fantastiques, parce que l'Académie des Oscars s'est rendu compte que ce genre de films, qui ont une grande audience, qui enregistrent les plus grandes entrées dans les salles de cinéma, sont un peu mis de côté, comme les comédies parfois. Les light comédies sont souvent pas prises en compte parce qu'on ne considère pas ça comme du cinéma d'auteur, etc. Mais il y a une tendance qui est un renversement de tendance où on a introduit le cinéma populaire. Peut-être que c'est une chance pour les Indiens qui font beaucoup de films dans ce sens. Je vais rendre la parole à Reda Harirach. C'est un partage. Rien n'empêche, cela dit, qu'il y ait par exemple une coproduction algéro-indienne pour la réalisation de films. Il faut savoir que l'Inde, par exemple, a fait partie de ces pays qui ont soutenu l'Algérie au cours de la conférence de Bandung en 1955. Et peu d'Algériens parmi les nouvelles générations le savent. C'est un pays qui a un fort potentiel. Ils sont très à l'écoute. Et donc, il ne faudrait pas les négliger, ne pas rester toujours sur les mêmes pistes, les pistes classiques, c'est-à-dire le Festival de Cannes et Hollywood. Il y a de nouvelles pistes que les Algériens pourraient explorer. Ils le font, par exemple, en ce qui concerne le monde de l'économie, puisque l'Algérie, elle aspire à rejoindre les BRICS. Donc, ce qu'elle fait avec l'économie, elle peut très bien le faire en matière de coopération culturelle, puisque l'Algérie privilégie le dialogue sud-sud. Elle a été l'initiatrice au cours des années 70 du dialogue nord-sud,
afin de rééquilibrer les relations économiques entre les deux hémisphères. Et maintenant, avec les mutations géoéconomiques et géopolitiques qui ont eu lieu depuis ces 20 dernières années, elle s'oriente davantage vers une coopération, je dirais, transversale avec un certain nombre de pays qui sont situés au sud, aussi bien africains, sud-américains qu'asiatiques. Donc l'exploration de nouveaux horizons doit être encouragée également afin de donner une plus grande visibilité à l'Algérie. Il y a beaucoup de pays, notamment en Asie, qui sont disposés à découvrir notre pays à travers le cinéma, le tourisme, la culture. Il faut juste leur tendre la main et puis voilà, les choses se feront. Oui, je pense que quand vous parlez justement de coopération, de coproduction, il y a un problème essentiel, c'est le problème de la langue. Hein. Si l'Algérie ne s'est pas trop approchée des pays comme l'Inde ou éventuellement l'Asie, c'est par rapport au partage de la langue française étant la langue la plus utilisée dans le cinéma algérien, était beaucoup plus proche de l'Europe et des pays francophones, et même loin de l'Amérique et de l'Amérique latine ou de l'Asie. Hein. Donc le problème de la langue a été un handicap pour justement se développer ou coproduire des coproductions. C'est pour ça qu'il faut dépasser ce handicap. Il faut aller vers l'anglais, vers l'espagnol, vers le hindi, qui est l'une des langues les plus parlées au monde, vers le mandarin pour la Chine, etc. Et aussi, si vous permettez les dates, c'est qu'il y a beaucoup de fonds de cinéma en Europe et en Asie. Il y a des fonds en Inde, des fonds aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Chine, en Corée, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, qu'il faut aller chercher. Parce qu'il faut aller chercher des financements. Et je rejoins Reda, si vous permettez, Salim. Peut-être que l'Algérie devrait aussi penser à créer un fonds de cinéma destiné à l'Afrique. Parce que c'est aussi un moyen... L'Algérie doit trouver un fonds pour... Non, elle va trouver des formules pour créer un fonds pour financer des films en Afrique en coproduction. Parce que la coproduction, c'est très important pour la visibilité à l'international. Moi, je préfère qu'on consacre un financement pour le cinéma algérien. Oui, bien évidemment. Oui. Évidemment, mais c'est une proposition, parce que ce que dit Reda, il a tout à fait raison. Vous-même et nous-mêmes, nous sommes partis au FESPACO, plusieurs fois, et on a constaté... Le FESPACO, ce n'est pas l'Afrique qui a financé, c'est la France, pour qu'on soit d'accord. Mais on a vu que c'est quand même un festival important. Le festival du FESPACO, c'est un festival de télévision et de cinéma. Il y a beaucoup de producteurs qui viennent du continent et en dehors du continent. C'est un marché. Les Algériens sont peu présents dans ce festival, il faut le dire. La même chose pour les GCC à Carthage, parfois lorsqu'il y a une sélection, ok, mais je pense que l'Algérie devrait, même s'il n'y a pas de participation, même s'il n'y a pas de film retenu, il faut investir ces espaces pour les négociations, pour le lobbying, pour les discussions, pour les contacts, que ce soit à Cannes, à Berlin, à Toronto au Canada, au Festival de Venise, au Festival du Caire, il y a un grand festival aussi en Inde, aller vers ces espaces internationaux pour la visibilité, pour faire connaître le produit. Parce qu'il y a parfois des scénarios qui sont bien écrits, mais qui ne trouvent pas de financiers. Et parfois, lorsqu'ils trouvent des producteurs qui les soutiennent, notamment en Europe, évidemment, il y a des restrictions. Alors puisque vous parlez de l'Inde, je reviens un petit peu sur les Oscars, on revient un petit peu aux Oscars. Il y a eu, disons, une histoire ou une action qui a été... formulée par la réalisatrice Fatma Zahra Zamoum, qui avait présenté son film à la commission de visionnage pour la sélection du film algérien aux Oscars, son film qui s'appelait Parcours, et qui n'a pas été sélectionné vu la concurrence. À l'époque, c'était Héliopolis qui a été choisi. À l'époque, Fatma Zahra Zamoum, qui avait envoyé son film en Inde, avait reçu... disons, la proposition d'un producteur indien qui avait dit, voilà, je peux présenter ton film aux Oscars et il faut juste payer une certaine somme pour justement payer un petit peu les votants. Donc il y a un lobbying indien pour accompagner les films arabes et un petit peu africains aux Oscars. Oui, ça a été même dénoncé, même aux États-Unis, même par la critique. On sait qu'un producteur comme Weinstein, qui est poursuivi actuellement pour des affaires de viol, et il a créé même le mouvement international. Il a financé et produit 99 films qui ont reçu des Oscars. Ce n'est pas un hasard.
Ce n'est Il a obtenu 99 Oscars. Est-ce que tous ces films sont excellents? Est-ce que répondent aux critères? Dans The Artist, qui est un film français, la France qui a du mal à pénétrer un petit peu à Hollywood, a obtenu des Oscars, justement, grâce à la participation de Weizenstein. Au début, la France avait, comme avec Claude Lelouch ou elle était très concurrencée par l'Italie, par exemple. Au début. Parce que la concurrence a été lancée réellement en 1957. Le prix a été lancé en 1948, après la guerre. Mais en 1957, c'était une guerre France, Espagne, Italie. Au début. Mais effectivement, des compagnies comme Weinstein Company, qui est un grand distributeur et producteur, influe. Il faut le dire que ça influe. Il y a de l'influence, il y a de lobbying. Personnellement, j'ai suivi un peu le travail fait par Lotfi Bouchouchi, parce que son film a été proposé. Oui, justement, on allait parler de Lotfi Bouchouchi. Le puits. Et Lotfi, il a trouvé quelques difficultés parce que le film doit être projeté dans le pays de production avant la fin de l'année. Il y a une période de l'année. Il faut qu'il y ait des articles dans la presse internationale, notamment The Variety ou le Hollywood Report, les grandes revues cinématographiques à Hollywood, des émissions de télé. Parfois, on demande de l'affichage. Donc, c'est pas uniquement le film. Parce qu'on pense que c'est le film, la teneur du film, la teneur artistique, ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'influence. Et il y a des studios de production comme Marvel, qui fait du cinéma populaire, du cinéma fantastique. Ils payent. Il y a des spécialistes de lobbying à Hollywood qui font ce qu'on appelle la visibilité ou la promotion des films. Tout ça, nous devrions l'apprendre ou l'étudier. Parce qu'avant de lancer un film dans la course aux Oscars, c'est comme dans la Coupe du Monde. Hein. Pendant la Coupe du Monde, on joue sur un terrain et on doit gagner. C'est presque la même chose. Mais il faut aussi du lobbying. Il faut faire un travail pour d'abord faire connaître notre cinéma. C'était Héliopolis aussi, de Jafar Gassam, mais il s'est pris, je pense, à la dernière minute, où il y avait des retards. Et évidemment, ils ne vont pas voir le film, parce que le film n'est pas suffisamment visible aux yeux de ceux qui décident au sein de l'Académie de Los Angeles. Justement, vous parlez du puits de Lotfi Bouchouchi. Le film a bénéficié d'un petit financement, justement, pour accompagner le film. Il a été présenté aux États-Unis, mais il n'a pas été diffusé ou projeté devant un parterre énorme d'académiciens des Oscars. Et il a été projeté dans une salle et également au consulat d'Algérie à New York, où il a été présenté un petit peu à la communauté algérienne là-bas. C'est un peu insuffisant parce que par rapport, par exemple, au film Hors la loi, où il fallait avoir un distributeur américain qui finance ou diffuse le film à grande échelle. Oui. Le film Hors la loi bénéficie justement du célèbre distributeur Cohen, je crois, qui a financé un petit peu la tournée du film à travers les États-Unis, à travers les salles, mais également invité, c'est des salles de 1000 places, il a invité pas mal de votants, et vous savez, les votants ne viennent pas seulement pour voir le film, ils viennent pour avoir des cadeaux, ils viennent pour assister à des cocktails, assister à des réseautages. C'est tout un lobbying, toute une équipe qui est placée justement pour financer. Je me souviens par exemple un film un film français qui était en course aux Oscars. Ils avaient misé $1 million pour justement la campagne des Oscars, et ils ont échoué à la shortlist. Ça a été un échec pour ce film, qui était un film un petit peu très important pour la cinématographie française. Oui, parce que déjà trouver un distributeur aux États-Unis, c'est un handicap. Ça veut dire qu'il y a une vision de la mesure où si vous n'avez pas de distributeur, vous n'avez pas de chance. Est-ce que le sujet, parce que les distributeurs aussi, ils sont intéressés par le chiffre. Si vous avez ramené un film, c'est commercial. Si vous ramenez un film, le cinéma d'auteur. Voilà. Si vous ramenez un film qui ne fait pas de chiffre, qui ne fait pas de rentrée, il ne part pas avec l'aventure avec vous. Hein. Oui, avec l'aventure. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de préparation avant d'aller aux Oscars, un travail de lobbying. Et le lobbying, c'est pas tout le temps négatif, hein, parce que le lobbying, ça peut être, ça a des aspects positifs, ça existe. Hein. Si vous prenez ce qui se passe à Bruxelles, le siège de la Commission européenne, il y a presque 50 000 lobbyistes là-bas qui font du lobbying pour les sociétés, pour les États. Le lobbying n'est pas, parce que souvent on le voit comme de manière négative, il peut être positif,
parce que ceux qui décident en dernier ressort ont besoin de visibilité, ont besoin de voir votre film, ce que vous faites, votre cinématographie, parce qu'on prend en compte aussi parfois le nombre de salles dans les pays où les films viennent, le nombre d'entrées. Est-ce que ce film a été suffisamment projeté dans son pays d'origine? Et donc c'est tout un travail, tout un environnement de préparation. Nos frangins, il me semble qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour faire ce travail de visibilité. Et parfois, il est intéressant d'avoir des coproducteurs importants. Reda Hariresh, vous parlez tout à l'heure de coproduction. Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir un film à Hollywood, il faut être coproduit par les Américains, par exemple? Non, pas nécessairement. Moi, je pense que ce qui se fait, par exemple, si on prend un exemple sur d'autres créneaux dans le domaine de la coopération spatiale, l'Algérie lance des satellites via certains pays comme la Chine, ça peut être également l'Inde. Ce sont des pays qui servent de rampe de lancement, puisque pour le moment, l'Algérie ne lance pas elle-même directement ses propres satellites. Donc, ce qui se fait dans le domaine spatial peut également se faire dans le domaine culturel. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, la langue, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'anglais pour entrer en contact avec ces pays, notamment les pays asiatiques, n'est plus un obstacle. Parce que en 1955, pour faire connaître la cause algérienne, les Algériens n'ont eu aucun problème pour utiliser d'autres langues en plus du français, à savoir l'arabe et l'anglais, pour faire connaître la cause algérienne à partir de 1955, à l'occasion de la conférence de Bandung, avec leurs amis indonésiens, chinois, coréens, vietnamiens, russes et autres. Donc, aujourd'hui, si nous passons par exemple par Londres, il y a une importante communauté algérienne qui vit à Londres. Les Algériens maîtrisent aussi, nous avons des compatriotes qui vivent dans des pays anglo-saxons. Donc la langue anglaise n'est plus complètement étrangère aux citoyens algériens, pour peu qu'il y ait effectivement un réseau qui soit construit, et à travers ce réseau-là, et il y a une notion qui devra être développée, c'est celle du marketing. Le marketing, il faudra trouver de bons marketeurs pour promouvoir ce produit-là, et à travers notamment une coproduction. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il faut faire l'Algérie, à travers sa diplomatie, a fait connaître par exemple la question sahraoui en Amérique du Sud. Ce sont des pays hispanophones. Elle s'y est lancée et elle a réussi à travers un certain nombre de reconnaissances émanant de ce pays-là, en ayant recours à une langue qui n'est pas usitée par beaucoup d'Algériens ici, dans notre pays. Donc, quand il y a une volonté de promouvoir un produit et que les moyens sont mis au service de cette promotion-là, je pense qu'il y a tout à fait possibilité d'arriver à un résultat appréciable. Oui, actuellement, Selim, l'orientation diplomatique de l'Algérie, c'est de se rapprocher davantage, puisqu'on s'est un peu éloigné, comme l'a expliqué Reda, de l'Amérique du Sud. De l'Amérique du Sud, des pays comme le Mexique, des pays comme l'Argentine. L'Argentine qui a été un pays ami pour l'Algérie pendant longtemps, le Brésil. C'est bon de se rapprocher dans ces pays dans le sens, pas uniquement diplomatique ou politique, mais également cinématographique. Le Mexique est une grande nation du cinéma. D'ailleurs, les derniers Oscars ont été décrochés par des Mexicains. Il y a Ignacio Inarritu, il y a aussi le réalisateur... Oui, Alfonso Cuarón et d'autres réalisateurs. Et donc, pourquoi ne pas aller vers des accords de production avec des pays comme le Mexique, des pays comme l'Argentine, des pays comme le Brésil. Mais ça dépend du sujet, hein, ça dépend du sujet. Mais c'est un travail, évidemment, ça dépend du sujet. Vous parlez de Roma. Diplomatique. Il y a une tendance qui fait peur un petit peu à Hollywood et au cinéma en général, c'est Netflix. Netflix a dépensé 30 millions de dollars pour que le film Roma soit d'abord sélectionné, parce que d'abord c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, c'est un film qui est sorti sur une plateforme, qui soit sélectionné, et il y a eu toute une campagne, la campagne avec ce qu'on appelle les campagnes d'affichage avec For Consideration, et des billboards, et toutes les pages dans Vanity Fair, dans le studio, dans les magazines américains, Rolling Stones, etc. Donc tous ces grands magazines
bénéficient de la manne un petit peu publicitaire des producteurs. Oui. Et là, je pose un petit peu la question, qui finance cet argent? Oui. Parce que les industries cinématographiques ou les producteurs, parfois, ils sont riches, ils peuvent 10 millions de dollars ou 30 millions de dollars, c'est rien pour un producteur qui ramasse 200 à 300 millions de dollars pour un film. Mais nous, qui avons des budgets de films de 2 millions d'euros, combien va un producteur algérien investir dans une campagne à Hollywood? Oui, et qui va payer? Je me rappelle que Susan Sarandon, qui est une comédienne américaine, avait à un moment donné critiqué les Oscars. Elle dit c'est d'abord une question d'argent. Ouais. Donc c'est pas uniquement question de cinéma ou d'art ou d'expression artistique. C'est vrai que le film d'Alfonso Cuarón, Roma, est un film en noir et blanc. En noir et blanc. C'est un film salué par les critiques, un film qui dure 2 heures, mais qui est très bien mené sur le plan cinématographique. Et Netflix, maintenant, qui concurrence les grands studios de production, à un moment donné, on avait une crainte bleue, une peur bleue de cette arrivée des plateformes qui ont suffisamment de moyens financiers pour imposer des choix ou parfois imposer des œuvres. Et Netflix n'hésite pas parfois à offrir des cadeaux de Noël pour des producteurs, pour des critiques, pour ceux qui votent, etc. Inviter des critiques et aussi des campagnes dans les médias américains et dans les médias parfois internationaux, et puis Financial Times qui a une audience internationale, New York Times ou même la presse arabophone aussi. Et donc, peut-être qu'on doit repenser qu'on ne doit pas se suffire des œuvres, on ne doit pas se suffire de films. Il faut d'abord faire des bons films, raconter des belles histoires. Quelle est la part justement de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité du ministère de la Culture pour l'accompagnement d'un film algérien aux Oscars? Moi, je pense que c'est une affaire d'État. Parce que lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs d'Algérie, c'est l'État algérien qui le défend, le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères. Et c'est pour ça que, à mon avis, les attachés culturels dans les ambassades ont aussi un grand rôle dans ce sens. Pas uniquement pour les Oscars, mais y compris les lobbying pour les choix dans les festivals de cinéma, les festivals de musique, les festivals de théâtre. On se souvient de Hors-la-Loi, en 2010, la campagne du film à Hollywood a été financée par la Sonatrach, qui avait investi à l'époque 300 000 $ pour accompagner le film, faire de la publicité, mais le producteur du film, Jean Bréa, et le réalisateur Rachid Bouchareb étaient souvent accompagnés par l'ambassadeur à l'époque, je crois, c'était Dembélé, je crois, qui était aux États-Unis, voilà, qui avait accompagné un petit peu le film. Oui. Comme vous avez dit, les affaires étrangères, mais aussi le ministère de la Culture, et même les mécènes, c'est-à-dire les grosses entreprises algériennes puissantes qui peuvent accompagner un film dans des campagnes un petit peu internationales. En Algérie, nous avons une agence qui, normalement, théoriquement, doit faire ce travail. C'est l'ARC. L'ARC ou le CADC? CADC. L'ARC est une agence algérienne. L'ARC, il ne se charge plus du cinéma. Oui. Le CADC. À un moment donné, où le CADC, il a aussi ce rôle, et je pense qu'il a même un budget, parce qu'il faut accompagner les films algériens, et même quand les films participent au festival, il faut, à mon avis, les accompagner par une délégation de presse. Oui. Parce qu'on a tendance à oublier que la presse a aussi un rôle important dans la promotion. Lorsqu'il y a des télés algériennes, de la presse écrite, les sites électroniques, la radio, qui accompagnent les conférences de presse. Ça a été fait pour Cannes, mais ça n'a pas été fait pour Hollywood. Il faut le faire tout le temps. Hors-la-Loi, vous vous souvenez, il y avait une dizaine de journalistes qui avaient accompagné le film au Festival de Cannes, et qui a été pris en charge par l'ARC. Oui. Mais ça n'a pas été fait pour le film à Hollywood. Pourquoi? Il faut le faire automatiquement et le faire tout le temps. Ça coûte plus cher, le billet d'avion. Même si ça coûte cher, à l'échelle de l'État, ça ne coûte pas vraiment cher. Ouais. Parce que lorsqu'on défend un film, comme on défend un club de foot ou un club de basket ou un auteur ou un écrivain, même les écrivains, il faut aussi les accompagner. Quand une équipe nationale algérienne part en Coupe du Monde, il faut la faire accompagner par des journalistes et des spectateurs. Il faut une forte délégation, parce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, parce que sinon vous n'êtes pas visible. Et dans le bruit du monde actuellement, il y a des milliers pour ne pas dire des millions de tweets qui passent en ce moment sur Instagram, sur Facebook. Donc il faut avoir une couleur algérienne quelque part. Et ce travail de communication doit être
totalement repensé. À l'heure actuelle, il faut le penser actuellement pour accompagner les œuvres culturelles, que ce soit, on a parlé dans cette émission avec Reda, avec tous les confrères de la bataille sur le patrimoine. Cette bataille est ailleurs aussi. Ouais, elle est dans le cinéma, elle est dans la littérature, elle est dans la musique, etc. Et c'est pour ça que le travail de la diplomatie culturelle est important. Reda Hariach, vous voulez intervenir sûrement sur la diplomatie culturelle? La diplomatie culturelle et son lien avec le financement des films. Cette question-là peut être largement réglée si, par exemple, l'Algérie, si elle veut faire un film sur l'émir Abdelkader ou sur Tarek Ben Zayed. Il y a un projet de film sur l'émir Abdelkader. Par exemple, l'émir Abdelkader, si c'est des figures historiques, eh ben, elle peut très bien solliciter des financements en provenance des pays du Golfe. Pourquoi pas ? Parce que ça concerne des personnages qui rayonnent sur une bonne partie du monde musulman, et ils trouveront ces financements-là si ces pays ne demandent qu'à participer, je dirais, à la fête. Ça ne concerne pas uniquement que l'Algérie. Et donc, pour peu qu'ils s'y prennent suffisamment tôt, et qu'ils présentent leur projet en disant que ça contribue au rayonnement des pays arabes et des pays arabes, des pays musulmans, des pays africains. Un fonds commun dans le domaine culturel peut même être constitué pour favoriser l'expansion culturelle à travers le monde des pays arabes. Ça peut se dépasser largement, c'est-à-dire ce qui a été fait dans le domaine sportif, notamment avec l'organisation d'une Coupe du Monde au Qatar, qui a coûté plusieurs milliards de dollars, peut aisément se faire avec la culture et le cinéma. C'est beaucoup moins coûteux et c'est tout aussi rentable en ce qui concerne le soft power de ces pays. Oui. Alors, justement, vous parlez de soft power. Il y a des pays qui ont des difficultés à financer un film et qui se retrouvent à Hollywood. Par exemple, la Palestine, avec le film Omar, qui a été nominé aux Oscars en shortlist. C'est quand même un acquis, hein, un film palestinien dans un environnement un petit peu hostile et parfois où la guerre des lobbies fait rage. Fait rage, mais parce que Hollywood a la conscience tourmentée par rapport aux Palestiniens et par rapport à d'autres causes. Parce que lorsque ça vient du monde arabe ou de l'Afrique, etc., d'ailleurs, on a parlé de 2 films africains seulement en 70 ans. Tout à fait. Ça veut dire que... L'année dernière, sur les 90 films qui avaient été sélectionnés par Hollywood pour concourir à la shortlist, il y avait 9 films arabes, hein, donc c'était quand même important, 9 films arabes. Oui. Et maintenant, dans la shortlist, il y a quand même 2 films, je crois, du monde arabe qui sont sélectionnés. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'émergence du cinéma tunisien, palestinien, jordanien aussi. Jordanien, oui, il y a de bons films qui se font en Jordanie parce qu'il y a une commission royale du film. Tout à fait, oui. Un excellent travail, d'ailleurs qui a organisé par le passé des semaines du film algérien, ce qui était pas mal. Ouais. Parce que travaillait beaucoup avec l'ARC à l'époque. Les films algériens devraient aussi aller en circulation dans la région arabe et en Afrique. La raison, elle a complètement raison. Pourquoi nos films ne sont pas distribués dans les salles? Il y a dans des pays africains où il y a comme des salles de cinéma, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme la RDC, comme le Congo. Nos films, c'est aussi le soft power, ça part de nos histoires. Au PESPACO, à Ouagadougou, personnellement, j'ai assisté avec d'autres confrères aux projections des films algériens et j'ai vu comment la salle était remplie, j'ai vu comment les gens réagissaient, notamment au film Zabala de notre ami Saïd. Zabala qui a été sélectionné mais pas nominé. Pas nominé, mais j'ai vu comment le public réagissait quand ils ont appris que Houphouët Boigny, qui était le président et le fondateur de la Côte d'Ivoire, était favorable à l'exécution de Zabala. C'est dit dans le film. Il était dans le jury. Dans le jury, François Mitterrand, etc. Et tout le monde était ça a suscité écœuré. D'abord, ça a suscité un grand débat, parce que cela n'est pas écrit dans les manuels scolaires de l'histoire en Afrique. C'est pour ça que le cinéma est important lorsqu'il véhicule des idées, lorsqu'il fait découvrir un pays, une cuisine, une ville, un héritage culturel. Et le rôle de la diplomatie culturelle intervient à ce niveau-là. Lorsque on va dans ce genre d'opération, l'argent ne doit pas compter. Parce qu'il s'agit de l'image d'un pays, de son histoire, dans un environnement concurrentiel très très rude, notamment ces dernières années. Oui, Reda. Et puis il y a certains pays, par exemple, qui sont plus sensibles à d'autres, à l'histoire de l'Algérie. Si je prends l'exemple du Mexique, les Mexicains
vous disent que on peut aisément s'intéresser à l'histoire de Zabana parce que nous, au Mexique, nous avons eu Zapata. D'ailleurs, j'étais inspiré de ça, dans le film, il y a Zabana, point d'exclamation, c'était Zapata, parce que c'était un héros national. Au Mexique. Bien sûr, oui. Zapata, Pancho Villa et tous les autres figures de l'époque révolutionnaire. Oui, ils sont très sensibles à ça. Et il ne faudrait pas que... Le cinéma algérien, pardon messieurs, le cinéma algérien est quasiment absent de l'Amérique latine. Hein. J'avais justement discuté avec Mohamed Lakhdar Hamina un jour sur la projection du film Chronique des années de Braise à l'ambassade d'Algérie à Buenos Aires, en Argentine. Et le film était projeté, sous-titré en anglais. Mais les Argentins étaient totalement éblouis par le niveau, le succès du cinéma algérien à l'époque en 1976. Donc l'Amérique latine ne connaît pas le cinéma algérien, mis à part La Bataille d'Alger, qui est connu, qui est un film mondialement célèbre. Le fait de ne pas doubler en espagnol ou en langue anglaise certains films algériens les empêche d'avoir une visibilité en Amérique latine dans des pays où l'Algérie a sa place, à Cuba, au Mexique, en Argentine, mais également au Brésil, Venezuela. Donc, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des échanges entre la cinémathèque algérienne et la cinémathèque cubaine pour présenter des films algériens. Et il y avait beaucoup de films sur la révolution algérienne qui a été présentés justement à Havane. Oui, cela est dû au rétrécissement, je dirais, de la sphère d'influence algérienne au cours des années 90 et 2000. Et on oublie souvent que le rayonnement diplomatique, il est lié au rayonnement culturel. Oui. Donc si on arrive à établir une relation de cause à effet, il devrait y avoir une plus grande prise de conscience de ce point de vue-là pour pouvoir faire connaître un certain nombre de thématiques qui sont défendues par la diplomatie algérienne. Ça peut parfaitement passer via les écrans de cinéma, les messages transitent par les écrans de cinéma. Ouais. Et une mobilisation peut se faire à ce niveau-là. Et puis il y a autre chose aussi, c'est le fait qu'il y a une certaine... je dirais, docilité vis-à-vis des représentations. Il y a la persistance de certains clichés qui sont dus au fait qu'on considère que l'Amérique du Sud n'a pas le même background que les pays de l'hémisphère nord, mais ça c'est une erreur parce que les pays du Mercosur maintenant, ce sont des pays qui sont émergents. Nous ne sommes plus au XIXe siècle, et ce sont des pays qui en plus ont tendance à appuyer les combats d'émancipation des peuples, notamment des peuples anciennement colonisés, et ça pourrait être des pays alliés avec l'Algérie et d'autres pays comme le Vietnam. Et je pense que l'éloignement géographique peut maintenant largement être compensé par le satellite, par Internet, par les nouveaux moyens de communication qui rapprochent davantage les peuples et leurs élites. D'autant plus que l'Algérie, maintenant, qui a déposé son dossier pour l'accession aux BRICS, qui est Brésil, Russie, Inde et Afrique du Sud, c'est également une chance pour nous. Parce que le Brésil est un grand pays. Le Brésil, il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers. Est-ce que vous connaissez le réalisateur algéro-brésilien? Oui, mais Kalima Ainous. Oui. Kalima Ainous. Par exemple, à travers Kalima Ainous, on peut passer par lui parce qu'il connaît un peu le Brésil. C'est des milliers de salles de cinéma. C'est comme l'Inde, c'est comme la Chine. Et pourquoi pas ne pas aller vers, peut-être c'est un choix qui se fera par la diplomatie algérienne, d'ouvrir des centres culturels algériens en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, je préfère l'Amérique du Sud parce que l'Amérique n'a jamais été latine. C'est les Espagnols qui ont véhiculé ça à travers leur propagande. Pourquoi pas des centres culturels à Buenos Aires ou à Brasilia ou à Caracas ou à Bogota, etc. Bogota, on peut avoir de Justement, Faisal, dans le passé, l'Algérie organisait des semaines du film algérien dans des grandes capitales amies de l'Algérie. Il faut revenir à ça. Aujourd'hui, cette démarche a été un petit peu délaissée. Il faut revenir à ça. Il faut des semaines du film algérien au Brésil, au Mexique, au Vietnam, comme en Chine, au Japon. Et ce genre de rendez-vous encourage la coproduction, le partenariat, la
coopération dans le domaine du cinéma parce et créer du réseautage. Oui, tout à fait. Parce que d'abord, nous devons aussi relancer les films de cinéma en Algérie. Il faut les relancer. On a vu à travers le FICAL, le Festival international du cinéma d'Alger, qui s'est tenu début décembre à Alger, on a vu quand même le public qui venait, on avait des débats, on avait des réalisateurs, on avait des échanges, on avait des discussions. Et donc, quand on organise la semaine du film algérien à Bogota, par exemple, au Mexico, c'est des réalisateurs qui viennent, c'est des producteurs, c'est des critiques, c'est une fenêtre qu'on ouvre et ça ouvre des perspectives. Si on reste chez nous, on montre des films entre nous. Mais il y a des films qui sont projetés ici, mais le public ne... Ça dépend. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'Avatar 2 est projeté en Algérie? Oui, je sais. Ibn Khaldoun, à la salle Ibn Khaldoun. Mais le public n'afflue pas, alors qu'ils battent tous les records en France ou en Europe. Il y a un travail de communication qu'il faut faire aussi, et parce que les Algériens se sont habitués, malheureusement, ces dernières années, à venir à 17h et trouver les salles de cinéma fermées. C'est pour ça que la réouverture des salles est importante. Je pense qu'il y a un projet au ministère de la Culture pour que les salles de cinéma ouvrent le week-end. Il y a maintenant un duplex qui fait fureur à Oran, ouvert par des privés. Il y a des projets d'autres duplex, je pense à Constantine, à Annaba et ailleurs. Et il y a un travail de communication, parce qu'il faut, les distributeurs et les producteurs ont toujours des attachés de presse. Parce que lorsqu'un film sort, on vous envoie le dossier de presse et c'est à la presse de faire la... C'est le distributeur qui a peut-être pas fait son... Mais Riyad, notre ami Riyad, qui donc... MDCiné, qui est le distributeur des films et qui fait un grand effort pour amener des films récents, dont Avatar 2 de James Cameron. Avatar 1, il a pulvérisé tous les records en matière d'entrée et même de... Je vous invite à aller le voir. Moi aussi, je vais aller le voir parce que ça sera le sujet de notre prochain c'est un film très écolo-friendly. Mais est-ce que vous savez quel film a été nominé aux Oscars à Hollywood, un film égyptien? Le dernier film égyptien. Il y a un seul, hein? Il y a un seul, oui. Lequel? Gare centrale de Youssef Chahine. Oui. Bab el-Hadid. Bab el-Hadid, oui. Quand même, l'Égypte, comme je vous ai dit, qui a un cinéma très très productif, n'est pas très présente un petit peu dans les... Il n'y a pas eu de film syrien, il n'y a pas eu de film... Par contre, il y a eu de films jordaniens et palestiniens. Oui, palestiniens. Tunisiens, je pense qu'il n'y a jamais eu de film nominé tunisien. Oui, non, jamais. Les Tunisiens, non. Et est-ce que vous savez qu'un réalisateur algérien a obtenu un Oscar? Réalisateur algérien, lequel? Ça nous pose une bonne question à la fin. Un réalisateur algérien qui malheureusement s'est suicidé. Un réalisateur algérien installé en Suède qui avait fait un documentaire sur une figure importante du rock'n'roll. Sugarman, voilà. On a vu à Alger ce film, il est excellent. Et c'est dommage, hein, ce jeune réalisateur s'est suicidé, il a mis fin à ses jours. On ne sait pas pourquoi justement, mais c'est le seul réalisateur algérien qui a reçu l'Oscar à Hollywood. Alors, on espère que dans le futur, il y aura d'autres. Hein. Est-ce que vous êtes optimiste dans ce sens? Moi, je pense qu'il faut optimiste, mais il faut aller dans ce que nous avons discuté ici. Ça veut dire qu'il faut repenser l'image de l'Algérie à l'international à travers le cinéma. Parce que c'est un immense vecteur de soft power. Tous les pays les utilisent. Pourquoi pas nous? Nous avons les moyens, nous avons des jeunes réalisateurs, nous avons des jeunes cinéastes, nous avons beaucoup de jeunes comédiens qui aspirent à jouer dans des films. Et en pensant aussi à relancer l'industrie cinématographique parce que c'est également important pour l'économie du pays. Merci Faisal, toujours très 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 productif en matière de cinéma. Reda Hariri qui connaît rien au cinéma mais toujours très au fait de l'actualité géopolitique de la culture. Mesdames et messieurs, cette émission est à présent terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau sujet, peut-être Avatar 2, pour parler justement de ce phénomène. Et on vous souhaite une bonne soirée. Restez branchés sur Al 24 News.